Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Immigration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada. Dans le cadre de notre émission hebdomadaire de ce samedi 5 juillet 2025, nous recevons Célia Missi Beto, une handicapée visuelle formée en gestion, en diplomatie et en relations internationales au Québec. Le thème de notre émission de ce jour retourne autour des défis d'une personne handicapée visuelle au Québec. Au Québec, les personnes handicapées visuelles font face à des défis multidimensionnels. Sécurité piétonne compromise, accessibilité numérique insuffisante, manque de formation professionnelle et disparition progressive du braille abrégé. Selon des analystes, le Québec dispose d'une base de services et d'associations engagées, mais il faut accroître la mobilisation politique, technique et économique pour transformer ces obstacles en opportunités d'inclusion réelle. Toutefois, en dépit de ces défis à relever, il y a une qui s'en tire tant bien que mal et de manière impressionnante. Il s'agit de notre invitée Célia Missi Beto. Bonjour Célia. Bonjour Norbert. Comment vas-tu ce matin? Je vais super bien, merci, et je suis très honorée de participer à cette émission. Parfait. Célia nous dit bonjour, mais avant d'aller au fond du débat, permettez-moi de vous la présenter. Conseillère en sécurité financière, chargée de projets communautaires, leader en accessibilité et inclusion, elle est spécialiste en relations internationales, surtout passionnée de culture et d'art vivant. Elle est professionnelle chevronnée cumulant plus de 17 ans d'expérience. Surtout reconnue pour sa polyvalence, sa rigueur et son engagement profond envers l'inclusion, l'accessibilité universelle et la justice sociale. Son parcours croise les milieux communautaires, institutionnels, financiers et culturels avec une capacité éprouvée à gérer des projets complexes, motiver des équipes aussi et renforcer les capacités des organisations. Formée en gestion, en diplomatie et en relations internationales, Célia détient un DES en gestion de l'Université du Québec à Montréal, obtenu en 2013. Elle a aussi un baccalauréat en diplomatie et en relations internationales de l'École d'administration et de magistrature du Bénin, d'où elle est originaire, obtenu depuis 2004. Elle a également suivi une formation de maîtrise à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, en sciences politiques, coopération et développement international. C'était de 2007 à 2009, pas encore complété. Très impliquée dans la vie associative et politique, elle est présidente du conseil d'administration de Vie Autonome Montréal depuis 2024, après y avoir siégé dès 2023. Elle a aussi participé à la campagne à la chefferie de Gracia Kasoki, Katawa pour Projet Montréal, Ville du Québec, du Cap de Montréal, mobilisant plus d'une centaine de membres dans son quartier. Sur le plan artistique, Célia est passionnée de chant et de théâtre, discipline qu'elle a pratiquée avec enthousiasme. Son intérêt pour les arts vivants nourrit sa créativité, sa sensibilité humaine et sa capacité à communiquer avec impact. Célia Missi Beto est une bâtisseuse de ponts entre les personnes, les institutions et les communautés. Elle allie sa vision stratégique, son intelligence et son émotion et engagement social pour contribuer activement à une société plus équitable, inclusive et solidaire. Rebonjour Célia. Bonjour Norbert. Première question. Depuis 2021, tu es conseillère en sécurité financière et gérante de division chez Primerica. Parle-nous de ton expertise, s'il te plaît. Merci de poser la question. Oui, je suis conseillère en sécurité financière formée. Je détiens un permis de l'autorité des marchés financiers, qui est l'institution gouvernementale au Québec qui régit le domaine des finances. Donc, mon expertise, c'est que je suis formée pour aider les familles à atteindre l'indépendance financière en leur partageant des conseils, des stratégies pour éliminer les dettes, pour aller chercher plus de retours d'impôts. J'aide les familles à investir en allant chercher un meilleur rendement. J'accompagne
mes clients à planifier, dans la planification de leur retraite, et je les aide aussi à trouver une façon de protéger leur famille en cas de décès prématuré. Donc là, je parle d'assurance vie parce que selon les normes au Canada, l'assurance vie n'est pas un choix, c'est quasiment une obligation. Parce qu'un décès de quelqu'un engendre beaucoup de problèmes. Et si les familles n'ont pas d'assurance vie, ben, c'est très grave quand il y a un décès. Donc, j'ai eu mon permis en janvier 2021. J'accompagne je suis comme à mon compte, donc c'est moi-même qui fais la recherche de mes clients. Je prospecte pour trouver des clients que j'accompagne pour leur donner des stratégies comme je viens de le dire. Très bien, nous allons revenir dans le cadre d'entrepreneurial au cours de cette émission. Et tu es aussi chargé de projet dans un organisme à but non lucratif dénommé Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées. La première Oui. question qui me vient à l'esprit, c'est comment une handicapée visuelle peut assumer un poste aussi prestigieux? C'est quoi ton secret? C'est quoi les tâches comme chargé de projet? Mais en fait, j'ai un handicap visuel, oui. Quand je suis née, je voyais. J'ai perdu la vue graduellement. Mais je n'ai pas laissé cet handicap m'affecter ou m'empêcher d'atteindre mes objectifs, d'avoir une qualité de vie que j'ai toujours désirée. Donc, malgré que cette situation est subvenue comme un obstacle sur mon chemin, j'ai continué les études au Bénin. Je viens du Bénin, donc j'ai étudié le braille, j'ai travaillé en braille, et j'ai toujours eu ce défi-là. J'ai toujours eu comme mission de prouver à tout le monde que quelqu'un qui n'a pas la vue peut faire mieux que quelqu'un qui voit. Pas peut faire la même chose. Moi, je n'aspire pas à faire la même chose que tout le monde. Je veux faire mieux pour montrer que cet handicap est devenu un atout pour moi. Donc, j'ai étudié, j'ai été à l'université au Bénin, j'ai fait l'école nationale d'administration, et durant tout mon parcours, j'ai toujours été parmi les 5 premiers de ma classe. Et à la fin de l'obtention de mon diplôme en diplomatie et relations internationales, je suis venue à Montréal pour étudier, pour avoir un diplôme canadien. Après ça, ben, j'ai commencé à j'ai travaillé dans plusieurs organismes communautaires. J'ai aussi travaillé à la ville de Montréal pendant 1 an, et ça m'a permis d'apprendre et d'acquérir beaucoup de compétences et d'expériences. Et finalement, je me retrouve à travailler à la MEF, qui est un organisme pour les personnes en situation de handicap issues de l'immigration, dont j'étais membre depuis 2006 à mon arrivée. Je suis arrivée au Canada en décembre 2005, et déjà 1 mois plus tard, je faisais partie de cet organisme-là en 2006, sans savoir qu'un jour, je vais être employée de la MEF. Voilà. Revenons un peu sur ton parcours académique au Bénin, ton pays d'origine. Et quels sont les défis auxquels tu as pu faire face en tant que personne handicapée visuelle? Est-ce que ça a été facile pour toi d'être accepté par ton entourage, par la communauté, par le milieu académique où tu fréquentais? J'imagine que non. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du Ouais. tout. Euh, Quand j'étais au Bénin et je perdais la vue, c'est comme pour la population, pour toute personne qui me croisait ou qui me croise encore, quand tu ne vois pas, tu ne peux plus rien faire. Les gens qui voient ne s'imaginent pas dans cette situation-là. Pour eux, la vie s'arrête là, donc j'étais rejetée. En classe, personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. C'est comme si j'avais de la lèpre, c'est comme si j'étais contagieuse, j'étais toute seule, toujours sur. Il y a une grande table de 4, 5, 6 étudiants, mais j'étais la seule à cette table-là. Et même les professeurs, les cours n'étaient pas accessibles. Nous, j'ai fait le braille. Ensuite, on nous a intégrés dans un collège où les épreuves étaient traduites en braille. Quand nous, on écrivait en braille, il fallait que quelqu'un traduise ce qu'on a écrit pour que les professeurs corrigent. Mais dans la classe même les enseignants, la majorité me rejetaient. Disons, un professeur de mathématiques, il arrive en classe, il écrit au tableau, il fait les démonstrations sans parler.
et je lève ma main, je dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez au moins parler quand vous écrivez, expliquer vocalement ou verbalement ce que vous écrivez au tableau? Il y a beaucoup de professeurs qui me disaient, mais non, je ne suis pas payé pour ça, tu ne vas pas me faire travailler doublement. Et de toute façon, qu'est-ce que tu fais ici? Les gens comme toi sont dans la rue en train de mendier, je ne vois pas pourquoi tes parents t'envoient ici pour me casser les pieds. Ah oui, et puis face Et à tous, oui, c'est j'ai dommage. Et face toujours, à tout cela, comment est-ce que tu te ressentais offusqué, stressé, déprimé? non, pas déprimé du tout, du tout. Moi, je suis quelqu'un qui prend toute difficulté comme une source de motivation, au fait. Donc, quand un professeur me donnait ce genre de réponse-là, moi, je me levais devant toute la classe et je disais à toute la classe que ce monsieur-là, il est, comment je vais dire, c'est un ignorant. Ouais. Et je disais au professeur, tout ce que tu viens de dire là, ça vient de me motiver et je vais passer en classe supérieure, même si tu gardes le silence, même si je ne travaille pas en mathématiques, je vais faire l'effort de combler avec les autres matières. Donc, j'ai toujours travaillé dans les matières littéraires comme français, anglais, philosophie, histoire, géo. Et c'est pour ça que j'ai fait la série A. Très bien. Au-delà de cette attitude inhumaine, voire même exécrable de ce professeur-là, est-ce que tu avais l'intention d'être soutenu par le gouvernement béninois? Non, pas du tout. Le gouvernement n'offre aucune aide. Je ne sais pas si ça a changé maintenant parce que ça fait 20 ans que je vis à Montréal, mais quand moi je vivais au Bénin, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait rien du tout pour les personnes handicapées en général, peu importe ton handicap. Soit tu mendis dans la rue, soit tu vas à l'école et tu te débrouilles pour réussir. Et quand bien même tu as réussi, il n'y a pas d'emploi pour les personnes handicapées. Donc, ça fait partie des raisons c'est la raison qui m'a motivée à quitter le Bénin, au fait. Je ne voulais pas rester à la charge de mes parents, même s'ils ont les moyens de me nourrir jusqu'à ma mort. J'ai refusé cette situation, j'ai quitté le Bénin après avoir fini l'université pour venir à Montréal. Excellent pour cette résilience. Vous partez du Bénin, vous arrivez au Québec. Et puis, est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous arrivez au Québec? Plus en sécurité? En sécurité, si on parle de sécurité, il y a quand même. J'ai quitté le Bénin toute seule en décembre, en plein hiver. Je suis arrivée ici. Je ne connaissais personne au Canada. Je ne voyais pas du tout. C'était l'hiver, c'était la première fois pour moi. Si je parle de sécurité dans la rue et tout, je pense que à Montréal, c'est quand même sécurité, selon moi. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'itinérants, des gens en situation d'itinérance, des personnes qui... Mais j'ai jamais eu peur, au fait. C'est que je ne m'attardais pas, je ne me posais même pas la question si c'était sécuritaire pour moi de circuler. Non, je suis venue toute seule. Je dois aller au cours, je dois faire les courses, je dois tout faire. Donc moi, je sortais, je revenais, je faisais confiance à Dieu. Au fait, moi, je suis chrétienne, donc je me dis, Dieu me protège, que ça soit sécuritaire ou pas, j'avance. Et ce que j'ai constaté aussi quand j'avais habité le centre-ville de Montréal, où il y a vraiment, vraiment des personnes en situation d'itinérance et qui sont dans la drogue et tout le monde me disait, oh, c'est dangereux, faut pas sortir la nuit, ils sont drogués, ils se droguent même au vieux au sud de tout le monde. Moi, quand il y avait la neige partout et je devais traverser la rue, on ne sait plus où est le trottoir, où est la rue. Je m'arrêtais, j'entendais les gens passer et je les arrêtais. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser? Mais personne ne voulait m'aider. Les gens me dépassaient, ils sont occupés, ils sont pressés. Et ce sont ces personnes en situation d'itinérance, droguées, qui venaient spontanément pour m'aider à traverser la rue. Donc ça fait que ce sont mes amis, ils m'ont toujours aidé. Je me suis toujours sentie en sécurité. C'est lié à parlons de tes tâches. Quels sont les outils, quels sont les outils que tu utilises en longueur de journée au niveau des tâches pour être performant? Une handicapée visuelle comme toi, Oui. dites-nous Ok. Donc, le processus. oui, ça c'est une bonne question qui me permet de sensibiliser. Souvent, quand les gens croisent des personnes non-voyantes, ils pensent que la vie est finie, mais non. Ici, à Montréal, il y a un centre de réadaptation. Quand tu perds la vue,
ben, ils vont t'aider, ils vont te montrer comment fonctionner. Pour écrire, quand j'étais au Bénin, nous, on avait juste le braille, l'écriture des non-voyants que personne d'autre ne peut déchiffrer. Et arrivé à Montréal, ben, je devais aller au cours, je croyais que ça allait être comme au Bénin. Je suis allée au service d'accueil des étudiants handicapés et ils m'ont dit non, ici, il n'y a pas le braille, on va te montrer l'informatique adaptée. Donc, il y a un logiciel qu'on appelle Jazz, il y en a qui disent JAWS, c'est JAWS, qu'on peut installer sur n'importe quel ordinateur qui est un lecteur d'écran. Donc, dès que cette application est installée sur un ordinateur, il y a une voix, une synthèse vocale qui te lit ce qui s'affiche sur l'écran. Maintenant, moi, j'ai appris le clavier par cœur, donc j'utilise mes 10 doigts. Je sais exactement où sont les lettres. Et quand j'écris au fur et à mesure, la synthèse vocale répète les lettres que je tape. Donc, ça me permet de savoir, par exemple, si je prends la lettre V, c'est à côté de B. Donc, si je veux écrire B et je me trompe, j'écris V, la synthèse vocale dit V, donc je peux effacer et réécrire. Et quand je vais aller sur Internet, c'est la même chose. Je vais sur la page, la synthèse vocale me lit ce qui s'affiche à l'écran. Je vais envoyer un courriel, j'écris mon courriel. Quand tu me réponds, mais c'est la synthèse vocale qui me lit ce que j'ai reçu comme message. Donc, à partir de là, moi, j'avais les cours, j'avais les devoirs à rendre. Donc, j'ai appris tout ça là en un mois. Excel, Word, tout ce qui concerne les logiciels pour pouvoir être fonctionnel. Et depuis lors, j'utilise très peu le braille. Et il y a aussi un afficheur braille que je peux montrer rapidement. Oui, vas-y. C'est comme ça. Oui. Attends, je vais l'ouvrir. Voilà. Ok. Ça, c'est un afficheur braille que je connecte à l'ordinateur. Maintenant, quand je veux rédiger, je veux me relire. Ce qui est à l'écran s'affiche ici en braille. Donc, ici, comme ça, en braille, ça s'affiche et je peux lire avec mes doigts pour me corriger. Donc, c'est les outils que j'utilise maintenant. Si quelqu'un m'envoie une lettre par la poste, quand j'étais au Bénin, où il n'y avait pas d'outils, rien d'accessible, je devais appeler tout le monde pour me lire. Et puis, c'est comme il n'y a plus de secret, tout le monde est au courant de ta vie. Mais ici, je reçois une lettre, je vais numériser la lettre. Et dès que j'ai numérisé, la synthèse vocale va me lire le courrier que j'ai reçu. Et au niveau de vos contacts téléphoniques, comment vous déchiffrez les messages qui sont envoyés? Le téléphone est, disons, si je donne l'exemple de iPhone, iPhone est le téléphone qui est le mieux accessible pour les non-voyants parce que Apple intègre déjà dans ses outils une synthèse vocale qui s'appelle Voice Over. Mais les voyants, quand eux, ils ont leur iPhone, ils ne l'activent pas parce qu'ils ne sont même pas au courant. Mais tous les iPhones, tous les ordinateurs Mac, ils ont déjà Voice Over que j'active. Donc, ça fait la même chose que mon ordinateur. Quand je touche, ça va dire... voilà, donc, ça me dit... Voilà. Ok. C'est ça, ça me lit. Donc, je connais aussi la place, la position des lettres, mais quand je touche, ça répète pour que je sois sûr du mot que j'ai écrit. Voilà. Très bien, vous êtes sur Immigration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada. À l'occasion de cette émission du 5 juillet 2025, nous recevons Célia Missibito, une handicapée visuelle formée en gestion et diplomatie et en relations internationales au Québec. Les défis d'une personne handicapée visuelle au Québec, c'est cela notre thème. Célia, vous êtes au Québec et puis c'est une société qui se dit inclusive. Par contre, il faut rappeler aux auditeurs et aux auditrices que Célia est une mère d'un garçon, un enfant trop intelligent qui accompagne sa mère un peu partout, qui est un peu l'oracle de sa maman. Alors, Célia, parle-nous de ton enfant. C'est un garçon là. Comment se porte-t-il? Je suis maman d'un garçon qui a 8 ans maintenant. Très bien. Il a 8 ans et il m'aide beaucoup. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Nolan. Oui, Nolan. Nolan, N-O-L-A-N. Oui, Nolan, je suis... Voilà, donc ta question, c'est à propos de l'inclusion et tout. Ouais,
ici, ce que j'ai constaté, je vais dire, c'est légèrement un peu plus inclusif, mais il reste beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai quitté le Bénin en pensant que, bon, le Bénin, je ne peux pas travailler, je suis rejetée et tout, je vais aller en Occident, c'est un pays développé, ils sont ouverts d'esprit et tout. Mais quand je suis arrivée, j'ai constaté, malheureusement pour moi, que j'ai immigré pour vivre la même chose. Ah Parce ouais. que l'être humain est pareil, peu importe la couleur de sa peau. Quand je vais en classe ici, là, je vis la même chose que je vivais au Bénin. Personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Les professeurs ici, ils exigent beaucoup des travaux d'équipe. Personne ne veut se mettre en équipe avec moi. Et je travaille tout le temps tout seul. Et finalement, quand les étudiants, à la fin de la session, ils réalisent que j'ai travaillé plus que, ils vont venir s'excuser pour dire, oh, si je savais que tu étais aussi intelligente, j'allais t'accepter dans mon groupe. Pour mon enfant, quand j'étais enceinte, je suis mariée, j'ai décidé à un moment donné, oui, je vais avoir un enfant. Dès que je suis tombée enceinte, à l'hôpital, quand j'allais pour faire le suivi de grossesse, c'est comme, le médecin, et les infirmières, tout le monde, c'est comme si ils ne savaient pas quoi faire de moi. C'est comme, on te fait sentir comme, mais toi là, tu es déjà un cas, pourquoi tu veux nous compliquer la vie? Le jour où j'ai accouché, mais on m'a laissé là longtemps. Ils sont venus, ils ont vérifié tout, ils ont dit oui, tu es à 10 doigts, c'est correct. Mais ils m'ont abandonné là. Je les appelais, mais quand est-ce que vous allez m'accoucher? Oh non, on va attendre un peu. J'ai attendu 4 heures. Après qu'on m'a dit que oui, tu es prête, le bébé est quasiment sorti tout seul là. Quand ils sont venus pour 10 pouces, j'ai poussé 10 minutes, le bébé était à l'extérieur. Et quand l'enfant est né, ben, l'hôpital m'a interdit de m'en occuper. Ils ont dit non, 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 tu ne vois pas. Ce n'est pas toi qui dois donner le bain, c'est le papa parce que mon mari, il est voyant. Donc, dès que j'ai accouché, même les instructions, quand les médecins, les infirmières rentraient pour donner les instructions qu'on donne à une femme qui a accouché, c'est à mon mari qu'on expliquait tout. C'est comme si moi, j'étais un meuble, quoi, ou une plante bête. On ne me disait rien. Pourtant, c'est moi qui ai gardé le bébé pendant 9 mois. C'est moi qui l'ai accouché, là. On lui expliquait tout. Oui, après 6 semaines, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, c'est le mari qui devait tout faire. Moi, on m'a donné directement un biberon pour dire, oh, comme tu ne vois pas, bon, ça va être trop compliqué pour l'allaiter. Donc, ton bébé va être nourri au biberon. Le papa va faire le lait et puis il va le laver. C'est le papa qui doit tout faire. Mais moi, j'ai dit, mais le papa, il va démissionner de son emploi pour rester en permanence à la maison ou bien qu'est-ce que vous voulez là? Et j'ai dû mentir, honnêtement, j'ai dû mentir à chaque fois que j'allais faire le suivi pour dire non, non, moi je ne fais rien, c'est le papa qui fait tout comme vous l'avez conseillé. Parce que ici, il y a la DPJ, quand tu es une personne handicapée et il commence à dire que tu es incapable comme ça, on va juste prendre l'enfant et confier à une famille d'accueil. Donc, moi, je faisais tout. J'ai refusé de donner le biberon à mon enfant. À l'hôpital, je n'ai pas accepté. Je dis non, j'ai fait le choix d'allaiter mon bébé, je ne manque pas de lait, j'ai une usine de production qui produisait beaucoup, alors laissez-moi allaiter mon enfant. Ça, je n'ai pas accepté. Donc, j'ai continué à allaiter mon enfant, j'ai continué à lui donner le bain. Le centre de réadaptation, ils sont venus me montrer comment donner un bain à un bébé en m'amenant une poupée qui a la taille d'un nouveau-né, comment changer la couche, on m'a tout montré. Et puis après, je me suis débrouillée. L'enfant, il a 8 ans aujourd'hui. Il est correct, il est très heureux avec sa maman. Et puis, on est soudés, collés là. Voilà. Et après toutes Donc, ces expériences, l'inclusion, il reste du travail à faire. ben oui, c'est ça. Donc après toutes ces expériences que tu as eu accumulées, tu conclus qu'il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau du Québec en ce qui concerne l'inclusion, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Et au niveau de l'emploi aussi, moi, Ben quand oui. j'envoie mon CV, j'applique, on m'appelle toujours en entrevue parce qu'ils voient que c'est un bon CV. Mais dès que j'arrive avec la canne blanche, même quand, des fois, j'apporte même mon ordinateur à l'entrevue pour leur faire la démonstration. Je ne vois pas, mais je suis capable d'utiliser l'ordinateur, de travailler comme tout le monde. Ah oui, tu nous as impressionné vraiment pendant l'entrevue, on va t'appeler. On ne m'appelle pas. Donc, pour trouver du travail, surtout quand tu es non-voyant, c'est 10 fois plus difficile. Ben 10 oui. fois plus difficile.
Et même quand tu trouves l'emploi, là, c'est des emplois précaires. C'est comme on te donne un contrat de 6 mois ici, un contrat d'1 an par là. Et malgré que le gouvernement subventionne 50% de mon salaire, ben, les employeurs, ils ne veulent pas se casser la tête. Ils ont plein de préjugés. Alors que moi, j'avais quitté le Bénin en disant que ici, je vais travailler, je vais m'épanouir dans ma vie professionnelle. Et c'est pour cette raison que finalement, bon, j'ai un emploi maintenant, mais ce n'est pas à la hauteur de mes études, ce n'est pas mes aspirations. Je suis obligée de me contenter d'un emploi parce que je veux me sentir quand même utile dans la vie. Je sors au moins chaque matin pour aller travailler, mais j'aurais voulu avoir plus. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, si personne ne veut m'employer, ben moi-même, je vais créer mon entreprise et je suis allée chercher mon permis en finance comme conseiller en sécurité financière petit à petit pour avoir mon cabinet de services financiers que je vais gérer moi-même. Mais là, j'ai encore rencontré beaucoup d'obstacles. Nous allons parler exactement de cet entrepreneuriat, ce volet entrepreneuriat que tu as pu entreprendre, mais qui s'est heurté à certains obstacles. Et justement, parlons donc à présent des entrepreneurs en situation de handicap issus de l'immigration au Québec. Dis-moi, Célia, quels sont les défis que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur en situation de handicap issu de l'immigration? C'est quoi les réalités du terrain? Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est encourageant pour les personnes handicapées de se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça au Québec? Crois-tu qu'il y a des facilités ou alors c'est un goulot d'étranglement? Je dirais il n'y a pas de facilité. Il y a de facilité nulle part en fait quand tu vis une situation de handicap. C'est que tu tournes à droite, il y a des obstacles, à gauche, devant, derrière, partout il y a des obstacles. Il faut juste trouver la force de continuer à te battre jusqu'à ton dernier souffle. Et ça, c'est ça que moi, j'ai choisi. Quand j'ai décidé de me lancer en affaires, en finance, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et je continue à en rencontrer. Comme je vous ai dit, la société d'ici est pareille à la société en Afrique. Tout le monde doute, tout le monde personne ne te considère comme tu es une personne à part entière. Il y a toujours une réticence. Partout où moi je suis, même si je suis dans une groupe, dans une salle bondée de monde, je suis toujours isolée. Ça fait 20 ans que je suis à Montréal, je n'ai pas d'amis. C'est comme tu vas être un fardeau ou bien les gens me disent finalement, oh quand je t'ai vu là, j'avais envie de te parler, mais je ne savais pas comment t'aborder. Moi, je leur dis, mais pourquoi tu as pensé qu'il fallait une façon spéciale pour me parler? Je suis comme toi. Parle-moi comme tu parles à n'importe qui. Donc, le premier obstacle, c'est le réseau. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis et je dois me trouver mes clients. Déjà, quand quelqu'un me rencontre et découvre que je suis une personne non-voyante, ah non, je vais te rappeler plus tard. Ils ne veulent pas faire affaire avec moi parce qu'ils ne sont pas sûrs que j'ai les connaissances nécessaires pour pouvoir leur donner de bons conseils pour gérer leurs finances. Ce que moi j'ai fait pour pallier ça, c'est que j'ai commencé à rencontrer mes clients sur Zoom. Donc sur Zoom, je leur parle, je leur explique des stratégies que personne ne leur a expliquées à la banque. Et ils font affaire avec moi sans comprendre que je suis non-voyante. Donc j'ai beaucoup de clients qui jusqu'à aujourd'hui ne savent même pas que je ne vois pas. Parce que je les ai rencontrés sur Zoom, j'ai tout fait sur Zoom avec eux. Et finalement, bon, des fois, en parlant, ils vont m'envoyer une photo de quelque chose, et puis je vais leur dire, ah bon, au fait, moi, je ne vois pas les photos. C'est là qu'ils vont dire, ah bon, ce n'est pas vrai. Tu ne vois pas et tu m'as donné plus de coaching que les conseillers que je rencontre à la banque. Donc, c'est après avoir fait l'expérience qu'ils te font confiance. L'autre défi, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas d'amis, donc pour trouver des clients, c'est vraiment difficile avant de trouver un qui te fait confiance. Et un autre obstacle, c'est la méconnaissance du système. Au fait, quand tu viens d'arriver et tout, tu ne connais pas les ressources qui existent pour accompagner les entrepreneurs. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de publicité et ça, c'est au Québec, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup
Mais ça ne vient pas à toi, c'est toi qui dois aller chercher l'information. Donc, fouiller, continuer à questionner, parler de ce que tu fais à toute personne que tu croises jusqu'à avoir des informations. Et quel autre obstacle? Il y a aussi la méconnaissance des lois. Comment ça fonctionne en Afrique, ce n'est pas la même chose. J'ai donné l'exemple de l'assurance vie. En Afrique, tu n'as pas besoin d'avoir une assurance vie. Personne n'en parle, personne ne veut parler de la mort. Mais ici, c'est quand même, tu ne peux pas te passer de ça parce que quand il y a un décès, on paye l'impôt quand on est vivant et on travaille, mais à notre mort, le gouvernement réclame encore l'impôt au défunt. Et c'est la famille du défunt qui doit payer tout ça. Les dettes de la personne ne meurent pas. Quand tu meurs en Afrique, là, tes créanciers ne vont pas aller voir ta famille pour dire, remboursez-nous là, ils vont avoir pitié. Mais ici, tu dois rembourser, la famille doit rembourser. Donc, les lois ne sont pas pareilles, la réalité n'est pas pareille. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre tout ça, de connaître tout ça pour pouvoir offrir le meilleur service à tes clients. Nous allons souffler un peu en musique. Le temps pour Célia d'aller prendre un verre d'eau et nous revenons juste après, dans 2 minutes. 1 minute. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. Yeah! Ah, mon grand-père avait raison, hein? Quand il me répétait toujours que mon fils, écoute-moi bien, hein? C'est très important pour ton avenir. Et moi je dis, qu'est-ce que tu vas encore me dire? Vivre à l'étranger, c'est pas facile, mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Bienvenue sur Immigration FM. Pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes le 5 juillet 2025. Dans le cadre de cette émission hebdomadaire, nous recevons Célia Missibito, une handicapée visuelle formée en gestion, en diplomatie et en relations internationales au Québec. Autour du thème, les défis d'une personne handicapée visuelle au Québec. C'est une émission très captivante et nous allons poursuivre notre entrevue. Célia, penses-tu qu'il y a une certaine méconnaissance des compétences des personnes immigrantes en situation de handicap au Québec? Ah oui, 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 oui. Déjà, tu es en situation de handicap, on doute de toi que tu vas être capable de quelque chose. Donc, ceux qui n'ont pas de handicap n'imaginent même pas que tu as des compétences. Pour eux, tu n'as pas pu étudier, tu ne connais pas grand-chose de la vie, c'est les autres qui font tout pour toi. Quand je croise même des gens qui me demandent, oh Célia, mais quand je te vois, tu es tout le temps bien habillée, comment tu fais? Est-ce que tu as quelqu'un à la maison qui t'habille? Comment tu fais pour manger? C'est des questions un peu comme ça que j'entends et puis je dis non, il n'y a personne qui m'habille, il n'y a personne qui me donne à manger à la cuillère. Donc, il y a vraiment la méconnaissance, surtout quand tu viens d'ailleurs, déjà, on dégrade tes diplômes un peu, ce n'est pas la même réalité et c'est toute une bataille, quoi. C'est la bataille, c'est une bataille quotidienne de pouvoir sensibiliser, de pouvoir expliquer que oui, je suis compétente, j'ai étudié ça, j'ai telle expérience et j'ai telle expérience. Et puis, convaincre et puis prouver tout le temps. Des fois, ça épuise de devoir prouver qu'on est un humain, quoi. C'est ça. Ben oui, face à tout cela, Célia, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une proposition pour pouvoir développer le plein potentiel des personnes en situation de handicap en les soutenant dans l'intégration et l'inclusion dans la société d'accueil? Est-ce que c'est ce que vous faites à l'association multiethnique? Oui, bon, à l'association multiethnique, notre mission, c'est d'accompagner, de soutenir, d'outiller les personnes en situation issue de l'immigration. Mais le défi aussi, c'est le financement. Les organismes communautaires qui s'occupent ils n'ont pas beaucoup de subventions, donc on se contente du peu qu'on nous octroie pour pouvoir accompagner. Donc c'est insuffisant, donc on n'arrive pas à faire ce qu'on aurait dû faire. Et moi, ce que je peux conseiller aussi, les personnes en situation de handicap là, ils doivent se prendre en main et prendre leur sort en main
au lieu de laisser d'autres personnes qui ne connaissent vraiment pas leur réalité de s'occuper d'eux. Donc, au niveau des organismes, il faudrait donner de la visibilité. Déjà, les employeurs ne veulent pas nous engager, donc les organismes pour personnes handicapées devraient donner la chance à ces personnes-là d'occuper les postes parce que il y a beaucoup parmi nous qui ont étudié, qui ont des compétences. Donc, si on commence déjà par les organismes communautaires qui ont pour mission d'aider ou bien la défense des droits des personnes handicapées, commencent à recruter que des personnes en situation de handicap, ça fait de l'employabilité. On avance. Et puis, ces personnes-là, vu qu'ils vivent la réalité, ils vont mieux s'occuper des membres ou bien de la clientèle de ces organismes-là. Et en dehors de ça, au niveau du gouvernement, il faudrait que le gouvernement finance beaucoup plus. On voit des coupures partout. Ça n'encourage pas, mais il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et s'occupe vraiment. Moi, je ne dis pas de nous donner de l'argent à location par mois où on ne travaille pas et on te donne des miettes. Non. Moi, je veux travailler, je veux être utile, mais je veux juste qu'on m'engage quelque part, qu'on me paye un salaire décent à la hauteur de mes compétences et de mes diplômes et de mes connaissances et de mes expériences. Et je vais prouver que je suis en mesure de faire la tâche. Donc, au moins, donnez-nous la chance de nous prouver comme vous aimez. On veut qu'on prouve qu'on est humain, qu'on est utile et qu'on est efficace. Offrez-nous la chance et on va vous prouver qu'on peut faire mieux que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Ah ben, ça doit prendre des plaidoyers là, pour à destination des gouvernements et des organismes capables de pouvoir encadrer les personnes handicapées. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est un peu difficile à ce niveau-là? Oui, c'est difficile. Comme je l'ai dit, on tourne, peu importe dans quel sens on tourne, on rencontre des difficultés. Mais on ne va pas baisser les bras parce qu'il y a des difficultés. Les difficultés constituent les marches d'escalier qui vont nous aider à monter. Exactement. On ne va pas s'asseoir par terre parce qu'on a rencontré une difficulté, non. Il faut se relever, il faut secouer, enlever la poussière sur nous et puis on continue, on avance. Mais si nous-mêmes, nous baissons les bras, on est découragé, on s'apitoie sur notre sort et on attend les allocations de quelques pièces, ça n'avance pas. Donc, c'est à nous-mêmes de nous valoriser. Moi, je dis toujours, je sais ce que je vaux et je sais qui je suis. Et par la grâce de Dieu, je vais avancer. Voilà. Célia, nous abordons la fin de cette émission qui a été vraiment très très captivante. La dernière question, quel message? Bon, oui, en passant, il y a une question qui vient d'Afrique, là, un auditeur qui a posé une question tout à l'heure venant d'Afrique. Il voulait savoir si c'est, je crois, du Cameroun, il veut savoir si c'est facile pour les personnes en situation de handicap visuel d'immigrer au Canada. Non, ce n'est pas facile. On passe pas le même chemin au fait. Il y a pas un programme spécial pour immigrer au Canada. Non, c'est le même processus. Ça dépend de quelle catégorie. Moi, j'étais venue pour étudier, donc je suis venue comme étudiante. Et quand j'ai fait ma demande, ils ne savaient pas que j'étais en situation de handicap. Donc, c'est le même processus. Alors, une autre question venant de Marou, ça c'est depuis le Sénégal. Il demande s'il y a des possibilités de conclure des partenariats avec des associations des personnes handicapées au Canada, au Québec. Je dirais que c'est difficile parce que les associations, les organismes de personnes handicapées s'occupent des gens qui sont ici sur le territoire et quand le gouvernement donne du financement pour ces organismes-là, c'est pour financer des activités, des services pour les gens qui sont sur le territoire. Donc, on peut peut-être développer des partenariats, mais on ne pourra pas fait grand-chose, on ne pourra pas financer les organismes qui sont ailleurs parce qu'on doit faire la reddition de comptes à la fin de l'année. Chaque sou qu'on a donné pour faire telle activité, est-ce que tu l'as fait ou pas? Sinon, on te coupe la subvention l'année prochaine. Alors, la dernière question vient
Doucenou depuis le Sénégal. Il dit, Célia, avec toute ton expérience, est-ce qu'il n'est pas possible que tu viennes chez nous au Sénégal nous encadrer parce que nous avons une association des personnes handicapées visuelles. Est-ce que tu pourras venir nous encadrer, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Si vous me donnez l'invitation, on va voir comment payer les frais de billets d'avion. Avec plaisir. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours sensibilisé, j'ai toujours aidé et j'ai toujours motivé chaque personne, surtout quand je croise des gens qui ont en situation de déficience visuelle. C'est ma mission. J'ai du plaisir à aider et à les motiver, à les encourager pour dire si moi j'ai pu faire ça, toi aussi tu peux le faire. Il faut juste avoir la volonté et ne pas croiser les bras. Donc avec plaisir, invitez-moi et puis on verra comment s'organiser. Et puis, ça vient conclure cette émission, l'émission de ce jour. Quel est le message pour les personnes qui vous suivent à ce moment, surtout les personnes handicapées visuelles qui vous suivent actuellement à travers le monde? Quel est le message que tu les transmets, Célia? Le message que je vous transmets aujourd'hui, c'est de ne jamais laisser cet handicap vous empêcher de vous épanouir dans la vie. Ce n'est pas facile, c'est difficile. On a très peu de moyens, on a très peu d'outils, mais quand on a la volonté de réussir et on se bat, on finira par s'en sortir. Et l'autre chose aussi, ne vous comparez pas pour dire non, l'autre personne a réussi avant moi, il a telle vie. Non, chacun a sa vie et chacun ira à la même destination, peu importe la durée que ça prend, peu importe à quel rythme tu avances. Félicite-toi, regarde en arrière tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui me focalise toujours sur ce qui va bien dans ma vie. Les problèmes, les difficultés, je les oublie. Donc, pense à tout ce que tu as accompli jusqu'à ce jour. Félicite-toi et dis-toi que demain sera mieux. Et si tu continues à te battre, mais si tu t'assois, tu arrêtes de te battre, c'est là que tu as tout perdu. C'est ici que prend fin notre émission de ce samedi 5 juin 2025. Je rappelle que notre brillante invitée était Célia Missibito, une handicapée visuelle formée en gestion, en diplomatie et en relations internationales au Québec. Pour celles des auditrices et ceux des auditeurs qui n'ont pas pu suivre en direct ce grand rendez-vous médiatique, vous pouvez retrouver l'entièreté de cette émission sur toutes nos plateformes, en l'occurrence nos pages Facebook et YouTube. À la présentation, Norbert, à la technique, Alain. Merci encore, Célia. Et à la prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.